On va d'abord avoir le plaisir d'écouter Isabelle Billard, donc, qui est directrice de recherche au CNRS, au LEPMI à Grenoble. Donc, de formation, elle est radiochimiste et ensuite, elle a commencé sa carrière à Strasbourg, dans un laboratoire de radiochimie, sur l'étude de la fluorescence d'actinides et de lanthanide en solution aqueuse. Dans le cadre du traitement de procédés du retraitement du combustible nucléaire usé. Pardon. Ensuite, ça l'a amené à regarder les propriétés physico-chimiques de ces mêmes éléments actinides lanthanides dans des liquides ioniques, puis l'extraction liquide-liquide. Et elle a diversifié ses sujets d'études à d'autres métaux de transition et les métaux du groupe du platine. En 2014, elle a muté à Grenoble dans un laboratoire dont elle nous a dit que les bâtiments étaient encore bien debout depuis les années 70, mais où elle n'a pas pu poursuivre ses études de radiochimie. Donc maintenant, elle est entièrement dédiée à l'extraction des cations métalliques non radioactifs, en particulier dans des nouveaux milieux. Et c'est ce sur quoi elle va focaliser son speech aujourd'hui, qui s'intitule donc « Extraction des ions métalliques par des systèmes innovants » entre guillemets, ou vieux comme Hérode. Donc Isabelle, écoute, c'est à toi. Nous t'écoutons. Juste réactiver ton micro. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, vous devriez voir. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, merci pour cette invitation. Donc, j'ai le titre, c'est comme Damien l'a dit, donc c'est l'extraction des ions métalliques par des systèmes dits innovants ou vieux comme Hérode. Et bon, le titre vous laisse un peu deviner le but de cet exposé. Si je vais essayer de vous dire que, en fait, comme Monsieur Jourdain, vous saviez plein de choses sans même vous en rendre compte. Alors, en guise d'avertissement, ma présentation est un brin provocatrice. Elle va un peu vous titiller, j'espère. J'ai moi-même péché par certains, si ce n'est tous, des biais que je dénonce dans cette présentation. Mais bon, je considère qu'il n'est jamais trop tard pour bien ou mieux faire. Et donc, je suis la première à tenter de m'appliquer les remarques que je vais faire. Alors, le contexte général actuel en extraction liquide-liquide des ions métalliques, bon, en Europe, il est clair, la directive REACH, même si elle a des hoquets, commence à s'installer et à s'instaurer dans les laboratoires. Et donc, c'est une lutte contre l'utilisation de produits toxiques. Et ces produits sont extrêmement nombreux. Et donc, il va falloir essayer de ne plus les utiliser. Et évidemment, ça englobe toutes les considérations sur la chimie verte. On ne va pas revenir dessus, mais bon, moins de produits, moins d'atomes, plus d'efficacité, moins de toxicité de quelque espèce qu'elle soit. Et puis, il y a aussi le changement des métaux qui intéresse parce que les besoins de l'industrie évoluent. Et donc, des métaux auxquels on ne pensait pas il y a 10 ou 20 ans sont maintenant des métaux qui intéressent le monde industriel. Et puis, on a aussi des objets nouveaux, constamment nouveaux à recycler. Et donc, ça pose des tas de problèmes. En plus de toutes ces implications et ces obligations sur la chimie verte et la chasse aux produits toxiques, et ben, finalement, on est porté à essayer de regarder quelque chose de neuf, de différent. Alors, évidemment, la curiosité, de mon point de vue, c'est le moteur de la recherche. Et un autre moteur qu'on peut considérer comme un petit peu plus discutable, c'est l'injonction des institutions, des collègues, des éditeurs à toujours faire nouveau. Alors la question reste à savoir ce que nouveau veut dire. Parce que, en fait, c'est un terme très galvaudé et évidemment, chacun a sa propre définition. Et dans le cadre de l'extraction liquide-liquide des ions métalliques, un nouveau système qu'on soumettrait pour publication, est-ce que c'est juste un nouvel extractant? Et ce nouvel extractant, est-ce qu'il est nouveau parce qu'il vient juste d'être synthétisé
ou qu'il est connu, mais qui n'a jamais été employé pour cette ion métallique. Ou il y a d'autres versions du nouveau dans ce cas-là. Est-ce que c'est l'utilisation d'un nouveau solvant ou d'un nouveau diluant? Est-ce que c'est un nouveau système d'extraction? Et dans ce cas-là, il faudrait essayer de définir plus précisément ce qu'on entend par système d'extraction. Alors, ce tout nouveau Toubo, c'est bien, mais je voudrais mettre en garde tout le monde. Je pense que tout le monde sera d'accord. C'est pas parce qu'on a un nouveau système qu'on ne fait pas des expériences de routine, notamment dans un nouveau système d'extraction avec un nouveau diluant, un nouvel extractant, un nouvel ion métallique, etc. On va quand même regarder éventuellement les effets de température, les effets de charge en ion métallique, les effets de sel additionnel, les effets de la concentration du ligand. Ben ça a beau être nouveau sur le système, c'est une expérience de routine. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas utile, mais elle n'est pas violemment originale, on va dire. Et inversement, évidemment, un système bien connu peut donner lieu à des résultats et des études originales. Donc, le nouveau Toubo, je trouve qu'il faut peut-être en reprendre un petit peu. Alors, je vais vous présenter ici quelques systèmes très emblématiques de l'évolution des systèmes d'extraction liquide-liquide. Pour certains d'entre eux, je pense que vous les connaissez. Pour d'autres, ils vous sont peut-être moins familiers. Et je vous ai donc mis sur le bandeau de droite les formules chimiques décomposées qui les constituent. Alors, le premier, à tout seigneur, tout honneur, H2O, acide nitrique, tributylphosphate et N-hexane. Bon, on ne le cite plus, on ne le présente plus, c'est le grand système étudié depuis des dizaines d'années, certainement le système d'extraction liquide-liquide le plus étudié dans la littérature, et donc c'est pour le retraitement des combustibles nucléaires et l'extraction, entre autres, de l'uranium-6. Deuxième type de système qui est arrivé à peu près dans les années, déjà au siècle dernier, en 1999, une publi très, très célèbre de Dye et collaborateurs, un mélange H2O, un imidazolium TF2N et ajouté avec un éther-couronne pour l'extraction du strontium 2. Et donc, vous avez ici les structures chimiques donc, complètement à droite de l'éther-couronne et les deux composants, anions et cations du liquide ionique impliqué. Troisième type de système, H2O avec un nitrate de phosphonium pour l'extraction, entre autres, des lanthanide 3. Et donc ici, vous avez un liquide ionique qui a une longue chaîne carbonée et trois autres chaînes un petit peu plus courtes. Quatrième système, de l'eau, alors polyéthylène glycol, que j'utiliserai comme abréviation avec PEG, 600 pour la masse molaire moyenne de ce composé, et de l'acide chlorhydrique. Alors, entre autres, ce système est connu pour extraire les ions fer 3. Et bon, je n'ai pas donné la formule chimique de HCl, mais j'ai donné celle du polyéthylène glycol. Et enfin, un système nettement plus récent, publié pour la première fois en 2016, de l'eau, avec un ammonium chlorure à longue chaîne et de l'ibuprofène. Donc, vous avez ici la structure chimique pour l'extraction de l'indium 3. Alors, ces systèmes-là, dans la littérature, suivant les personnes qui en parlent, qui les présentent ou qui les étudient, on peut les classer avec différents types de termes. Donc, le premier, je pense, ne revient pas dessus, c'est vraiment un système ultra classique vu son âge. Le deuxième est intéressant parce qu'il présente l'utilisation d'un liquide ionique à la place d'un solvant organique moléculaire traditionnel, mais ce liquide ionique ne sert que de solvant, puisqu'on utilise encore comme extractant, un extractant bien connu. Les éthers-couronnes sont bien connus pour extraire notamment les ions strontium. Troisième type de système, cette fois-ci, vous faites quelque chose de différent. Le liquide ionique sert à la fois de solvant et d'extractant. Donc, on peut considérer que c'est nouveau et que c'est un avantage par rapport au système précédent. Système numéro 4, alors là, on rentre dans la grande catégorie des systèmes biphasiques aqueux. Alors, ce terme-là, en fait, il ne veut pas dire grand-chose, je reviendrai sur cette définition, mais donc vous avez un système avec un ménisque, et donc comme vous avez une phase haute et une phase basse, vous pouvez espérer faire de l'extraction liquide-liquide. Et puis, cinquième système,
qui utilise cette fois-ci un mélange de deux composés qui est appelé un DES. Alors là aussi, DES pour dihypotectique solvante, avec donc en français solvant eutectique profond. Et là aussi, la définition est sujette à discussion pour le moment. Donc ces systèmes-là, bon ben voilà, vous en connaissez certainement, certains d'entre eux, vous avez probablement travaillé avec ces systèmes-là ou des équivalents, et maintenant, ok, je les ai classés, j'ai expliqué un petit peu leur principe de constitution chimique, et question, est-ce que ces systèmes ont des points communs et ont-ils des différences? Alors, je ne vais pas faire un sondage instantané, mais je vous laisse juste quelques secondes pour réfléchir en votre fort intérieur. Où voyez-vous des similitudes? Il y en a quand même, et des différences dans ces différents systèmes. Alors, réfléchissez et puis on va comparer avec mon opinion personnelle sur la question, qui, encore une fois, étant une opinion personnelle, n'engage que moi. Alors, du point de vue des similitudes, dans tous ces systèmes-là, il y a au moins un composé organique présent. L'eau est toujours présente, bon, c'est assez normal puisque c'est limité à de l'extraction à partir de phase aqueuse. Suivant les conditions physico-chimiques, la température, la composition exacte du système, etc., ce système présente soit un état biphasique qui autorise une extraction, soit un état monophasique. Toutes ces compositions chimiques présentent des produits qui sont plus ou moins toxiques. On ne va pas revenir sur la toxicité des solvants organiques classiques, c'est la réglementation REACH, mais tous les autres produits et même les acides minéraux que j'ai cités comme HCl sont connus pour être toxiques, plus ou moins. Et enfin, tous ces produits possèdent des solubilités mutuelles qui sont variables, notamment en fonction de la température. Alors, en ce qui concerne les différences, de mon point de vue, sur le fond, il n'y en a pas. Je vais essayer donc de vous convaincre de cette opinion peut-être un petit peu surprenante. Alors, les similitudes dans cette présentation apparaissent plus nombreuses que les différences. Et donc, il serait plus intéressant de s'intéresser à ces similitudes. Maintenant, on a parlé de DES, on a parlé d'ABS, on a parlé de liquide ionique, etc. Ce sont des catégories de systèmes d'extraction liquide-liquide qui se sont mis à foisonner, à pulluler dans la littérature. Catégoriser à l'extrême un système chimique, ça n'est pas le comprendre. Et nommer, donner un nom à un phénomène, ça n'est pas l'expliquer. Parce que c'est un peu facile de dire « Ah, on retrouve la série de Hofmeister ». Fort bien, mais pourquoi en général, on n'a pas la suite de l'explication. Et donc, de mon point de vue, je pense qu'il est plus intéressant d'essayer d'inclure et de rassembler tous ces systèmes d'extraction liquide à queue dans une même description, qui sera le premier pas pour essayer de comprendre. Donc, on passe de catégoriser, nommer, à essayer d'inclure pour décrire. Vous voyez, il y a une petite différence, à mon avis, sémantique. Alors, revenons vers... donc, on va essayer de présenter une vision inclusive des comportements de tous ces systèmes. De mon point de vue, le point commun qui est le plus intéressant pour ces systèmes, c'est qu'en fait, les composants qui sont nécessaires à minima pour obtenir le biphasique, qui est quand même la condition indispensable pour faire l'extraction liquide-liquide, c'est que tous ces composés sont mutuellement solubles, plus ou moins, les uns dans les autres. Alors maintenant, le nombre de composants nécessaires, en général, il suffit de composer, plus l'eau, mais quelquefois, on n'a besoin que d'un seul composé plus de l'eau pour avoir un ménisque. Et donc, les composés qui sont nécessaires en plus de l'eau pour obtenir un ménisque, je les appellerais des inducteurs du système biphasique. Alors, maintenant, je rappelle évidemment qu'un composé hydrophobe ne veut pas dire qu'il est totalement insoluble dans une phase aqueuse. Des exemples parmi ceux que j'ai cités, le TBP, le N-hexane, le TF2N d'imidazolium, le nitrate de phosphonium et l'ibuprofène sont des produits que vous pourriez tout à fait qualifier d'hydrophobes, mais vous n'avez pas de chiffres, c'est juste une notion qualitative, mais ils sont quand même un peu solubles dans l'eau. Donc, j'ai pris un exemple dans une thèse de pharmacie. Donc, l'ibuprofène est une molécule qui est soluble et c'est un vrai problème de santé publique, d'où la thèse de pharmacie, puisqu'il y a des pollutions des eaux par toutes ces molécules, et notamment l'ibuprofène. Le N-hexane a une solubilité dans l'eau. Elle est peut-être, vous la jugerez peut-être faible, mais bon, elle n'est pas nulle.
Les rejets de TBP dans l'environnement à l'usine de Laak sont réglementés, c'est bien parce que le TBP, eh bien, il est aussi partiellement soluble dans l'eau. Et à l'inverse, l'eau est évidemment partiellement soluble dans tous les solvants organiques classiques pour l'extraction. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nombre des expériences de la littérature, on commence par saturer la phase dite organique en eau avant de la mettre en contact avec la phase aqueuse chargée en ions métalliques pour essayer de limiter justement ces échanges et ces solubilités mutuelles. Alors maintenant, si on a des solubilités mutuelles, eh bien, je vous propose de regarder le diagramme de phase et je vais commencer par un système vraiment très classique, donc H2O, TBP, HNO3, qui est un système simple. Je vous rappelle que le TBP, c'est liquide à température ambiante, donc ça pourrait potentiellement servir de phase aqueuse, de phase organique d'extraction et de diluant. Le TBP est très efficace, c'est essentiellement pour ça qu'on le dilue dans du N-hexane, mais il est liquide et donc il peut très bien servir de phase organique. Et vous avez ici, à gauche, le diagramme de phase de dimensions orthogonales que j'ai obtenu et tracé grâce à des données relativement anciennes de la littérature. Alors, ces diagrammes de phase ne s'intéressent qu'à la partie monophasique, biphasique, aqueuse, liquide du système. On ne s'intéresse pas aux précipités, on ne s'intéresse pas au gaz, on s'intéresse uniquement au domaine liquide et liquide-liquide. Alors ici, on a tracé sur l'axe des X le pourcentage massique d'acide nitrique pur et en Y, le pourcentage massique en TBP pur. Et donc, évidemment, vous ne pouvez pas avoir plus de 100% de TBP ni plus 100% de HNO3. Et donc, la zone qui vous intéresse, c'est le rectangle, le triangle rectangle qui est en bas à gauche de ce diagramme. Et les courbes, les points bleus et les lignes bleues vous présentent les limites connues du domaine biphasique. C'est-à-dire qu'en fait, les points S1 et S2, donc S1 est composé à environ 10% d'acide nitrique et environ 50% de TBP, et le reste est constitué par de l'eau. Et il appartient au domaine biphasique. Alors, vous voyez que le domaine biphasique, qui est donc contenu dans cette enveloppe bleue, est relativement large, bon, ça c'est bien connu. Et vous avez à droite la représentation triangulaire du système du diagramme de phase qui en fait n'apporte aucune information supplémentaire par rapport au diagramme orthogonal que je vais favoriser dans cette présentation. Donc, ensuite, quand vous avez un système S1 que vous fabriquez avec donc 50% de TBP et environ 10% de HNO3 et le complément en eau pour arriver à 100%, il se sépare spontanément en deux phases et les compositions des phases hautes et basses sont obtenues en lisant dans le diagramme de phase les compositions des points A' et A qui sont les extrémités de ce qu'on appelle la conodale en français et la tie line en anglais. Et ces conodales, quand elles sont connues expérimentalement parlant, fournissent beaucoup d'informations. Alors, si on regarde le point S1, qui correspond à des conditions usuelles d'extraction de l'uranium-6, c'est-à-dire environ 3,5 molaires d'acide nitrique et des volumes à peu près identiques de TBP et de phase aqueuse, alors la phase définie par le point A' est une phase qui est composée d'acide nitrique et de quasiment rien en TBP. Donc le reste, pour complémenter l'acide nitrique, c'est de l'eau, et donc il y a beaucoup d'eau dans le système. Et donc, on peut considérer de manière tout à fait raisonnable que c'est une phase aqueuse. Maintenant, si on regarde la phase, l'autre phase qui est définie, dans la composition est définie par le point A, eh ben, elle est riche en TBP puisqu'elle est constituée à peu près 85% de TBP, donc OK. Mais elle est également chargée en acide nitrique, environ 8%, et le complément, c'est à peu près 7% d'eau. Alors ça, c'est des pourcentages en masse. Et donc, si on regarde en nombre de moles, on se retrouve pour 1 kg de solution avec à peu près 4 moles d'eau, 1,3 mol d'acide nitrique et 3,4 moles de TBP. Donc, en fait, on a plus de moles d'eau que de moles de TBP. Et donc, a-t-on le droit de considérer que c'est aussi une phase aqueuse? Eh bien, je vous pose la question et je vous laisse y réfléchir. Et on peut aussi considérer que finalement, 3,4 moles de TBP dans de l'eau et de l'acide nitrique, et bien finalement, le TBP est effectivement très soluble dans l'eau acide. Donc, vous allez me dire, ça, on le savait bien.
Mais vous voyez que toutes ces informations, en fait, elles se retrouvent et elles sont lisibles dans le diagramme de phase. Alors maintenant, je vais passer à un des systèmes que je vous ai présenté précédemment. Je vais vous présenter plutôt un DES. Alors, je vous présente un DES qui est donc composé du mélange ternaire H2O, acide décanoïque et un chlorure d'ammonium. Alors, vous avez donc le diagramme de phase, vous avez les structures chimiques de ces composés, et vous avez un diagramme de phase qui a été obtenu expérimentalement avec un point de travail qui est le point qui avait été étudié par les découvreurs de ce système, donc Van Hoche et collaborateurs en 2015, et vous avez les conodales avec les compositions expérimentales des phases hautes et basses pour deux types de conodales. Alors, dans l'article original de Van Hoche, ils définissent ce système-là comme un DES, mais en fait, il n'y a pas de preuve sur est-ce vraiment un DES, et donc je vais revenir immédiatement sur la définition d'un DES. Et en fait, vous voyez qu'en fait, ce système, on pourrait très bien dire, bah, finalement, non, c'est un liquide ionique avec un extractant et puis une phase aqueuse. L'extractant, bah, ma foi, c'est l'acide décanoïque et le solvant, c'est le liquide ionique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un DES? Si vous regardez la littérature, il y a plein de définitions. Chacun a le droit de définir comme il veut. Pour moi, un DES, c'est un mélange de deux produits qui a une température de fusion minimale qui est inférieure à celle qui est prédite par la formule de Schröder-Van Laar. Bon, c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est relativement non ambiguë. Mais de toute façon, que ce soit un DES, que ce soit un mélange de liquide ionique avec un extractant ou n'importe quoi d'autre, ça n'a finalement que peu d'importance parce que le fait que deux composés soient un DES ou pas, c'est-à-dire que sa température de fusion la plus faible soit ou non correctement prédite par des équations de thermodynamique classique, ça ne vous dit rien sur le fait que ce mélange va former ou pas un biphasique en présence d'eau, et ça ne va rien vous dire non plus sur la capacité de ce mélange à extraire ou pas des ions métalliques. En fait, un DES, ce n'est pas une marque de fabrique pour faire de l'extraction liquide-liquide, c'est simplement un mélange qui a une propriété thermodynamique rigolote qui vous permet d'avoir un confort expérimental ou d'éviter de devoir chauffer votre système pour faire des études d'extraction liquide-liquide. Et c'est tout. Donc, en fait, le fait de dire j'utilise un DES pour faire l'extraction liquide-liquide, c'est bien, mais le tag DES, finalement, est-ce que ça apporte vraiment grand-chose? Est-ce que c'est ça vraiment la nouveauté de votre système? Ou est-ce que c'est tout simplement l'efficacité prouvée ou pas de votre système à extraire tel ou tel ion? Eh bien, entre les deux, je pencherai plutôt pour la deuxième proposition. Alors, je vais vous présenter un autre système, H2O, bétaïne et choline TF2N. Alors, choline TF2N, c'est connu comme étant un liquide ionique. La bétaïne, c'est un extractant relativement connu. Et donc, dans une vision classique, on peut considérer que ce système est en fait un système d'extraction liquide-liquide où le liquide ionique est un solvant utilisé uniquement comme solvant. On rajoute la bétaïne comme extractant, mais dans une vision inclusive, on peut dire, de toute façon, appelez-le comme vous voulez, c'est un mélange ternaire avec la formation d'un ménisque et donc on peut espérer obtenir de l'extraction liquide-liquide. Alors, à gauche de l'écran, je vous ai présenté le diagramme de phase qui a été obtenu par les personnes qui ont étudié ce système. Donc, pareil, vous avez en bleu la courbe qui représente l'enveloppe extérieure du diagramme de phase et les points orange qui s'alignent selon une droite qui n'est pas complètement verticale sont les points auxquels les expérimentateurs ont effectué des extractions avec du lantane ou du cérium. Et ce qu'ils ont fait varier, c'est la concentration en bétaïne, puisque vous voyez qu'on augmente progressivement la concentration en bétaïne. Et vous avez deux droites qui sont les deux droites extrêmes de conodales de ce système. Et à droite, vous avez le graphique qui représente l'extraction du lantane et du cérium dans ce système pour les différents points orange présentés dans le diagramme de phase à 25 degrés en fonction de la quantité de bétaïne dans le système exprimée en milligrammes. Alors, dans une vision très classique, D augmente quand vous augmentez la concentration en extractant, c'est relativement normal,
Mais vous voyez qu'au bout d'un moment, on peut observer pour le cérium, on va dire plutôt une sorte de plateau, et pour le lantane, probablement une chute des valeurs de D qui, dans une vision classique où la bétaïne est l'extractant, peut paraître un peu difficile à expliquer parce que finalement, dans ce système-là, il n'y a rien d'autre. Donc, comment se fait-il que D diminue? Alors, dans une vision où on dit, ben, regardons le diagramme de phase et puis on va voir si on arrive à expliquer des choses, vous voyez que quand on progresse le long de la droite des points d'extraction, hein, donc la courbe orange qui passe donc de pratiquement 0 à quelques 8% en masse, on se rapproche de la limite du domaine biphasique. Et de l'autre côté, ben, le système, il est monophasique. Ce qui veut dire que les compositions des phases hautes et basses ont tendance à se rapprocher. Alors, elles ne sont pas encore exactement identiques. Elles ne sont identiques qu'au point où la tie-line, la conodale, est tangente à la courbe de séparation entre le monophasique et le biphasique. Mais toujours est-il que plus on se rapproche de la limite biphasique-monophasique, plus les deux phases hautes et basses ont tendance à avoir des compositions identiques. À l'extrême limite, les compositions seront identiques et donc on n'aura plus qu'une monophase. Et donc, par conséquent, si les compositions chimiques des deux phases se ressemblent, eh ben, l'ion métallique, il n'a absolument aucune raison de préférer une phase plutôt que l'autre. Et donc, il est normal que D, à la limite, tende vers 1. Et donc, ça peut expliquer la chute et la légère diminution qu'on observe expérimentalement parlant. Vous allez me dire, oui, mais enfin, on n'est quand même qu'à 8% maximum en bétaïne et apparemment, la limite, c'est vers 14%. Donc, on est encore loin de se rapprocher vraiment de cette composition identique. Certes, mais si le mécanisme fait intervenir des exposants et des coefficients stoichiométriques relativement importants pour les différents composés du système, eh ben, on va pouvoir se retrouver avec une tendance à la baisse plus rapide que ce qu'on pourrait intuitivement imaginer. Alors, je vais vous présenter ici le bilan chimique de l'équation d'extraction qui est pour l'instant étudiée dans le cadre de cette collaboration. Alors, j'insiste pour l'instant, c'est vraiment un bilan on va dire, purement mathématique. Bon, il est équilibré chimiquement et il explique, enfin, il propose qu'un ion lanthanide 3 avec un certain nombre de bétaïnes réagissent en présence de 4 entités du liquide ionique pour donner un ion chargé 4+, dans la phase riche en liquide ionique, 3 ions collinium qui s'échangent avec les ions lanthanides pour assurer l'électroneutralité de la phase aqueuse et 4 ions TF2N pour contrebalancer la charge 4+, du complexe choline-bétaïne qui est formé avec le lanthanide. Alors, si vous écrivez ça, du point de vue mathématique avec la loi d'action de masse, eh ben, vous obtenez que le coefficient d'extraction D, il est égal à un produit qui fait intervenir K, la constante de l'équilibre précédent, et puis la concentration en bétaïne à l'équilibre à la puissance 2 et la concentration en TF2N- à l'équilibre à la puissance 7. Et ça, ces deux valeurs-là, en fait, elles sont données dans le diagramme de phase si vous connaissez les conodales. Et donc, la détermination expérimentale de votre diagramme de phase et des compositions des phases hautes et basses pour chaque point étudié vous permet de calculer immédiatement bétaïne au carré et TF2N- à la puissance 7 et donc de faire un tout petit fit très simple avec un seul paramètre pour essayer d'obtenir, et vous obtenez les courbes ici qui sont représentées en vert et en orange, et dont vous voyez qu'elles reproduisent de manière assez bonne, on va dire, les variations expérimentales de D, et tout ça sans vous essayer de faire des suppositions plus abracadabrantesques que de dire qu'il y a 4 collines TF2N et 2 bétaïnes qui réagissent dans le mécanisme bilan d'extraction liquide-liquide. Voilà. Donc, vous voyez que, encore une fois, le diagramme de phase apporte des informations extrêmement intéressantes. Alors, je vais venir maintenant au mécanisme de formation de ces biphasiques. Parce que là, je vous ai parlé d'extraction, je vous ai parlé de diagramme de phase, mais je ne vous ai pas parlé de comment ça se forme, ces systèmes. Alors, évidemment, avec les phases organiques classiques,
les solvants organiques acceptent très peu d'eau et donc, du point de vue énergétique, l'eau a tendance à se mettre dans une seule phase et à s'évacuer du solvant organique. Maintenant, si vous avez des systèmes, par exemple, comme le H2O, chlorure de phosphodium, HCl ou NaCl, le mécanisme apparemment est différent. Alors, si vous regardez le mélange binaire d'abord, H2O, chlorure de phosphonium, la CMC, c'est-à-dire la concentration de ce liquide ionique, est relativement faible, de l'ordre de 0,5% en masse, c'est vraiment peu. En revanche, dans ces systèmes binaires, si vous augmentez la température ou si vous augmentez la concentration en liquide unique, vous n'obtenez jamais une séparation de phase. Ça reste toujours monophasique. En revanche, si vous rajoutez HCl ou NaCl, à ce moment-là, en quantité quand même nécessaire, eh bien, vous avez le système qui démixe et qui fait apparaître un biphasique avec un ménisque. Et alors, l'explication de ce phénomène, on l'a obtenue avec des mesures de diffusion aux petits angles des neutrons dans le cadre d'une thèse. Alors, l'idée, c'est que vous avez une micelle dans le système binaire qui est avec les têtes du phosphonium qui sont à l'extérieur de la micelle, les micelles sphériques, et dans la solution nagent des ions chlorure qui sont là, et l'ensemble de la solution est neutre, mais la surface de la micelle est chargée positivement, et par conséquent, il y a des forces répulsives entre les différentes micelles qui restent donc parfaitement solubilisées dans la phase aqueuse. Si maintenant vous rajoutez des chlorures sous forme HCl ou NaCl, vous n'augmentez pas la concentration de micelle, mais vous augmentez la concentration d'enchlorure dans le système. Et à ce moment-là, vous allez avoir une adsorption des chlorures surnuméraires, une adsorption partielle sur la surface de la micelle. Vous allez donc diminuer la charge globale de la micelle. Les forces de répulsion intermicelles vont diminuer et donc, à une certaine concentration en ions chlorure apportés par HCl ou NaCl, les micelles coalescent et forment une deuxième phase. Ici, vous avez les différents spectres d'absorption neutronique des systèmes binaires et des systèmes ternaires qui donc montrent l'apparition de forces répulsives dans un cas et la disparition, la diminution de ces forces. Et ici, vous avez, en fonction de la température, qui est aussi un mode d'augmentation de l'absorption, la quantité d'ion chlorure absorbée à la surface des micelles qui augmente et qui conduit donc finalement à la coalescence des micelles et donc à la formation d'une deuxième phase. Alors, dans le système H2O, polyéthylène-glycol, Na2SO4, les raisons de la formation d'un biphasique apparaissent différentes. Si on regarde la littérature, on s'aperçoit que le ternaire PEG 4000 et Na2SO4H2O, c'est un système biphasique, et donc PEG 4000 et Na2SO4 sont donc les deux inducteurs du système. De même, PEG 4000 plus Na2MO4 et H2O est un système biphasique avec, encore une fois, le PEG 4000 et cette fois-ci Na2MO4 comme inducteur du biphasique. Mais dans la littérature, on s'aperçoit aussi que le ternaire, le premier, avec Na2SO4, permet d'extraire de manière extrêmement efficace l'ion MO6 introduit sous forme de traces et sous forme de Na2MO4. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'en fonction des quantités relatives des différents oxoanions Na2SO4 et Na2MO4, le sel de sulfate de l'ion intervient soit comme un inducteur biphasique, soit comme un oxoanion qui est extrait. Et donc, je vous propose pour l'instant, guère mieux qu'une règle empirique, quand vous avez un mélange dans ces systèmes-là de deux oxoanions, l'oxoanion majoritaire est inducteur, et donc c'est lui qui génère le biphasique, tandis que l'oxoanion minoritaire est lui extrait. Alors maintenant, quant au mécanisme d'extraction, de mon point de vue, il s'apparête à la complexation grâce au motif éther-couronne de chaîne ouverte du polyéthylène-glycol. Les éthers-couronnes sont bien connus pour extraire le sodium, le potassium, le césium, etc., en fonction de leur taille. Et donc, si vous regardez deux molécules de longue chaîne de polyéthylène-glycol, si les motifs éthers se font face, et bien finalement, ça ressemble presque à un éther-couronne dont vous auriez coupé les bouts, d'où la version chaîne ouverte. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez espérer
tout comme pour un éther-couronne, extraire les ions Na+, qui sont présents dans le système. Ce faisant, vous introduisez une charge positive dans la phase riche en polyéthylène-glycol, et pour assurer l'électroneutralité, eh bien, en fait, vous extrayez l'oxoanion minoritaire, qui est donc soit chrome 6, soit MO6, en fonction de ce que vous regardez. Alors, cette explication du mécanisme, elle est déjà assez présente dans la littérature. Hein, ça a déjà été longuement évoqué par de nombreux auteurs. Ici, je vous apporterai une petite preuve supplémentaire. Donc, à gauche, vous avez la structure chimique donc, du polyéthylène glycol qui induit une extraction très élevée du chrome 6 dans le système PEG, Na2SO4, H2O. Alors, quand je dis très forte, c'est qu'on arrive facilement à 100% d'extraction. Maintenant, si vous changez légèrement la structure chimique du PEG pour rajouter un groupement CH3 dans la chaîne, vous voyez qu'il y a un encombrement stérique des éthers qui ressemblent donc à l'éther-couronne. Et il se trouve que à ce moment-là, vous avez une extraction très limitée, hein, ça chute d'environ 40%, on passe de 100% à 60% d'extraction pour des concentrations à peu près identiques. Et donc, il y a effectivement un effet important de la présence de ce CH3. En revanche, si vous modifiez les bouts de chaîne des molécules de polyéthylène glycol par des groupements CH3, donc vous éliminez à la fois les OH et à la fois les H terminaux, et ben l'extraction reste forte et elle est quasiment identique à celle du polyéthylène glycol non modifié. Donc, il y a une très forte suspicion que c'est bien le motif éther des chaînes polyéthylène glycol qui sont responsables de l'extraction des oxoanions. Alors, je vais en tirer quelques conclusions. Donc, j'espère vous avoir montré que les différences entre ces systèmes, du point de vue chimique, elles ne sont que de quantité et pas de nature. Ce qui est différent, ce sont les mécanismes de formation du biphasique, mais ce qui vous intéresse pour l'extraction liquide-liquide, finalement, tous ces systèmes, ils se ressemblent parce qu'ils ont des diagrammes de phase qui sont extrêmement similaires. Et ensuite, j'espère vous avoir convaincu que l'obtention d'un diagramme de phase liquide-liquide pour ces systèmes fournit des informations très précieuses sur les systèmes d'extraction. Ça demande un peu de manip, d'accord, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, j'espère vous avoir convaincu que les systèmes ternaires, ils vous posent la question des définitions des termes de solvants et solutés. Hein, dans les mélanges HNO3, H2O, TBP, finalement, qui est le solvant, qui est le soluté? Eh ben, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut regarder en masse? Est-ce qu'il faut regarder en volume? Est-ce qu'il faut regarder en nombre de moles? Est-ce qu'il faut regarder en propriétés physico-chimiques? Et si oui, laquelle? Eh ben, la question reste posée et j'avoue que je n'ai pas personnellement de réponse très tranchée sur cette question. Ensuite, je pense vraiment que la propriété commune de solubilité mutuelle qui induit l'existence du diagramme de phase, c'est un facteur rassembleur et qu'il est beaucoup plus porteur de sens que de diviser tous ces systèmes en disant celui-là c'est un DES, non, celui-là c'est un liquide ionique, le troisième c'est un ABS et on n'en parle plus. Ça a beaucoup moins de sens de faire cet émiettement de catégories plutôt que de dire mais en fait ils fonctionnent tous pareil. Enfin, vous allez évidemment me poser la question des systèmes qui ont 4 composants ou qui ont 3 phases. Et ben, en fait, dans ces systèmes à plus de 2 phases ou à plus de 3 composants, on peut très bien utiliser également la représentation et l'utilisation des diagrammes de phase. C'est un peu plus difficile à représenter sur une feuille de papier, mais dans tous ces systèmes, les conodales restent des droites et donc elles vous donnent des informations extrêmement intéressantes sur la composition des phases intermédiaires. Alors, je vais terminer cet exposé en remerciant les personnes et les institutions qui ont permis de rassembler ces résultats. Donc, les binodales et conodales du système avec l'acide décanoïque et l'ammonium, c'est dans le cadre d'un projet collaboratif, un projet européen qui s'appelle REFINA et qui est dirigé de la République tchèque. Les résultats d'extraction des lanthanides, lanthane et cérium dans le système H2O, choline TF2N et bétaïne, c'est une collaboration informelle avec des membres du laboratoire Phoenix, donc Guillaume Miriguet, Anne-Laure Rollet, Juliette Sirix-Plenet et la postdoctorante Stella Papadopoulou. Les mécanismes de formation obtenus grâce à des mesures de diffusion de neutrons dans le système phosphonium HCl ou NaCl et O, c'est une collaboration
avec Marie Plazanet et un soutien financier de l'UGA pour la thèse de Gauthier Meyer. Enfin, les règles empiriques de formation du ménisque dans les systèmes polyéthylène-glycol et Na2SO4 et les mécanismes d'extraction de type intercouronne, c'est dans le cadre d'un soutien financier de divers contrats de recherche avec les sociétés Aperam et notamment le docteur Ismaël Guillotte pour la société Aperam. Et l'étudiant Iris Sunomuri qui a soutenu sa thèse il y a quelque temps, qui n'est plus étudiant. Voilà, je vous remercie et je serai heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Isabelle, cette approche très intéressante qui, quelque part, va à l'encontre de ce qu'on entend régulièrement. Et puis du titre de la... Je suis désolée, mais... Oh non, non, il n'y a pas de souci. Non, non, je parlais plus du fond. Hein, oui. Quand on voit que sur des systèmes organiques qu'on pourrait qualifier de simples, on a déjà 3 mécanismes, 12 familles, 13 desserts, je ne sais pas quoi, un peu ce qu'on voit régulièrement. Finalement, c'est pas mal d'avoir une vision globale et simplifiée. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui pourraient apparaître dans le chat? Là, je n'ai pas bien entendu, mais... C'est extrêmement haché, j'entends rien du tout, je suis désolée. Alors, je suis désolé, je ne sais même pas qui parle et je n'ai pas vu le commentaire correspondant. Ah. Mais... Ah. Alors, je vois une question là dans la discussion, donc je la relis pour tout le monde. Je me demande ce que signifie inducteur par rapport à solvant ou extractant. C'est pas la même chose. Solvant, extractant, c'est vraiment des termes pour l'extraction liquide-liquide. Maintenant, dans mon esprit, inducteur, ça désigne les composants chimiques d'un système qui sont absolument nécessaires pour obtenir le biphasique. Et après, vous faites ce que vous voulez de votre système biphasique. Maintenant, vous pouvez avoir des systèmes où vous avez, par exemple, H2O, un liquide ionique et HCl. Donc, vous avez de l'eau. Et puis, si vous ne mettez que le liquide ionique et l'eau, vous n'aurez pas de système biphasique. Si vous ne mettez que HCl et l'eau, vous n'aurez pas de biphasique. Il vous faut vraiment et le liquide ionique et HCl pour, avec l'eau, avoir un système biphasique. Et donc, dans ce sens, j'appelle le liquide ionique et HCl des inducteurs. Maintenant, si vous rajoutez en plus un extractant ou, je sais pas, par exemple, un éther-couronne, celui-là, il n'est pas nécessaire à votre système pour induire le biphasique. Et donc, vous pouvez l'appeler extractant, solvant supplémentaire, 4e composant, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas lui qui va être indispensable pour former le système biphasique aqueux. Voilà. C'est un rajout pour ce que vous voulez. Vous pouvez faire de la catalyse, vous pouvez faire de l'extraction liquide-liquide ou ce que vous voulez, mais il n'est pas nécessaire et suffisant, d'une certaine manière, avec l'autre, pour former le biphasique aqueux. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Je suis désolé, c'est Jean-Charles de Hemtine, hein, c'est moi qui pose la question d'un point de vue novice en la matière, mais connaissant un petit peu la thermodynamique. Donc les diagrammes de phase, je connais bien. Par contre, le terme de solvant, effectivement, solvant, soluté, voilà, on a l'habitude. Extractant, bon, je vois à peu près ce que c'est. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez bien montré, donc je pense que là j'ai compris. Hein, c'est ce que j'appellerais le co-solvant quelque part. Enfin, c'est ce qui fait en sorte que l'espèce qu'on cherche à récupérer va passer dans l'autre phase. Hein, et donc, voilà, l'inducteur, oui, bon, je comprends que c'est dans le cas où finalement les deux premiers éléments ne font pas de démission, mais qu'il faut rajouter autre chose pour qu'on crée une démission quelque part, hein, donc, pour créer une activité différente qui fait qu'en fait, les deux, voilà, il va se créer une démission. C'est ce que je comprends. Voilà. Merci beaucoup et c'était très clair pour moi comme présentation, très
voilà, très générique. Voilà, j'ai appris des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Charles pour la question. Est-ce que du coup, il y a une autre question en chat ou même en micro quand c'est clair, comme ça, c'est bien. Et puis, si après vous avez des remarques, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. Alors, question de Laurent. Est-ce que pour les systèmes DES, il arrive de former des phases solides dans certaines conditions? Alors, tout à fait. Dans le système H2O, acide décanoïque, tétrabutyl ammonium chlorure, qui est un système que j'ai étudié après ces découvreurs, effectivement, il y a des positions dans le diagramme de phase où on a soit un système qui est complètement solide, soit un système solide liquide, apparemment. Mais à ce moment-là, d'abord, on sort du cadre de l'extraction liquide-liquide. Et donc, en fait, les diagrammes de phase que j'ai présentés sont des diagrammes de phase réduits et qui ne se limitent qu'à la partie limite entre le monophasique liquide et le biphasique liquide-liquide. Maintenant, il est exact que, pas uniquement pour le cas du DES que j'ai cité, mais pour d'autres, hein, pour Na2SO4, si vous mettez beaucoup trop de Na2SO4, bah, ça précipite et vous avez une formation éventuellement de 3 phases, un solide et 2 phases liquides. Et évidemment, ça vous pose des problèmes techniques et pratiques pour faire de l'extraction liquide-liquide. Et j'ai volontairement réduit ma présentation à un domaine réduit des diagrammes de phase, mais pour être exhaustif, il faudrait effectivement étudier l'ensemble du domaine. C'est quelquefois compliqué et souvent fastidieux. Voilà. Mais oui, ça existe. Effectivement. D'ailleurs, en lien finalement, l'interférence des ions, alors extraits ou séparés avec ces systèmes, là pour l'instant, n'est pas regardé. Comment est-ce que ces diagrammes de phase ils bougent avec la quantité d'ions qu'on va extraire? Alors, ça commence à apparaître dans la littérature. En principe, je devrais avoir bientôt un article qui va présenter quelques systèmes. Et à mon avis, je pense que c'est aussi une vision très intéressante sur ce qu'on appelle la 3e phase en extraction liquide du cycle du combustible nucléaire. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On connaissait ça depuis finalement très, très longtemps. On bataille avec ou pas, ou on l'utilise. Ça dépend si on veut faire une extraction triphasique ou quadriphasique ou que sais-je, ou si la 3e phase est considérée comme problématique parce que dedans, il y a de l'uranium et du plutonium et que ça va poser des problèmes de divergence de réacteurs ou de points chauds. Mais c'est exactement ça. Donc, ça n'est jamais qu'une manifestation d'un diagramme de phase complexe. OK. On va regarder ça. Il y a du boulot. Oui. Il y a une autre question. Là, on a encore... Comment on fait du LSD? Pardon? Je n'ai pas entendu. Oui, donc il y a une autre question. Sinon, moi j'en aurais éventuellement une autre, hein, toujours Jean-Charles de Hemtine. Du coup, je prends la parole, c'est plus facile. Slide 10, je trouvais votre analyse assez intéressante, si vous pouvez revenir dessus. Mais la courbe que vous avez calculée, elle a une drôle de tête quand même. Oui, effectivement. C'est une très bonne question. J'espérais que quelqu'un allait me la poser. Voilà. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça cache? Non, mais tout à fait. Je vais revenir sur cette courbe. Voilà. Donc, effectivement, elle a des creux et des bosses. Hein. Voilà. Elle passe bien par les points et même à la limite, on se dit, c'est pas possible, elle passe trop bien par les points. Mais en fait, l'explication, elle vient de l'expression de D. J'ai pris comme valeur d'équilibre pour la concentration en bétaïne et la concentration en TF2N les valeurs obtenues expérimentalement sur le diagramme de phase. Or, vous voyez que sur la branche de droite du diagramme de phase,
les points sont un peu superposés, ça bouge un peu. Bah, c'est l'erreur expérimentale. Ah, ah oui, Voilà. d'accord. Oui, donc Voilà. c'est pas une corrélation ou voilà, un lissage Non, quelconque de ces c'est points. directement dû à l'erreur expérimentale dans le cadre du diagramme de phase et la position des conodales. Okay. Voilà. Parce que j'irais, il y a un petit J'ai commentaire. presque tendance à dire que c'est un argument de plus en faveur de l'utilisation des diagrammes de phase. Oui, tout à fait. Mais c'est une opinion personnelle, voilà. Mais c'est dû, en fait, c'est OK, sont dus tout à fait aux petites variations. Hein. On voit bien sur l'axe des X, la branche de droite, entre 90 et 80%. Hein, on voit que les points, ça danse un peu. Et par conséquent, d'une dalle à une autre, vous avez des variations qui sont dans l'erreur expérimentale, qui misent à la puissance 7 et à la puissance au carré, et induisent des variations un peu raides. C'est ça, c'est ça. Ok, boomer. Voilà. Voilà. Ça veut dire que le K est une constante quand même. Lui, il est le même pour. Alors, le K est une constante. Alors, bon, je vais considérer comme une constante parce que sinon, comment introduire des effets de force ionique dans ces systèmes-là, ça commence à devenir des activités, en fait. Il faudrait utiliser des activités. Voilà, exactement. Ouais, vous voilà. augmentez terriblement le nombre de paramètres. Donc, quelle est la confiance qu'on peut attribuer à ce genre de choses si, finalement, en mettant une constante d'équilibre constante, vous obtenez un aussi joli fit. Oui, c'est bien, c'est bien. Si voilà. vous y arrivez aussi bien, c'est top. Hein. Voilà, je reconnais d'une part qu'effectivement la question des coefficients de force ionique, de correction de force ionique, c'est une vraie question et je n'ai pas de réponse. Et puis aussi que, évidemment, mon modèle chimique, il est ad hoc. Donc, voilà, c'est en fait ce que j'ai fait. Je ne sais pas qui c'est. En fait, j'avoue que ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord dit, bon, la fonction D, c'est K multiplié par les composants du système des puissances X et Y. J'ai cherché quels étaient les entiers avec lesquels ça marchait. Et après, j'ai, entre guillemets, inventé un équilibre chimique qui correspondait à cette équation mathématique. Donc, vous voyez, on est encore un petit peu loin d'une démonstration convaincante, chimiquement parlant. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça marche tellement bien que, bon. Oui, pourquoi chercher plus loin? Au moins une once de vérité là-dedans. Très bien. Ok. Je pense qu'on va en rester là pour les questions, parce que finalement, niveau timing, c'est à peu près ce qui était prévu. Bon. Alors, Damien, il reste 4 minutes. Est-ce que j'ai le droit à une question? Ah bah oui, tu as droit à une question. Écoute, vas-y, Eric. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais Isabelle, dans la démarche, est-ce que systématiquement, quand on veut développer un système extractant, on passe par l'établissement des diagrammes de phase, ou alors c'est plutôt a posteriori, dès l'instant où on a fait quelques manips et qu'on tombe sur quelques problèmes, qu'on revient justement à l'établissement de ces diagrammes? Je dirais que ça dépend un peu de votre façon de travailler. Longtemps, par exemple, le diagramme de phase pour un TBP HNO3O, j'ai eu un mal de chien à le trouver. Heureusement, il y avait un excellent étudiant qui a soutenu sa thèse et qui m'a fort heureusement fourni la littérature à ce sujet dans le cadre de son travail de thèse. Mais il y a très peu de diagrammes de phase sur ce système-là. Tandis que pour les ABS, c'est vraiment le truc qu'on commence par faire. On commence par déterminer le diagramme de phase. Si vous regardez toutes les publications, ou par exemple l'excellente publication de revue du groupe portugais de João Coutinho qui présente les liquides ioniques dans le cadre des ABS, vous avez des diagrammes de phase, des diagrammes de phase. C'est vraiment le truc qu'on trouve dans la littérature. Donc, en fait, ça dépend de la sous-communauté à laquelle vous avez l'impression d'appartenir. C'est curieux. Donc, et quand on fait un DES, actuellement dans la littérature, sans vouloir trop taper sur les collègues,
ne se préoccupe pas vraiment ou pas majoritairement de prouver qu'effectivement c'est un DIP, eutectique solvant, avec les mesures des températures de fusion. Et on ne s'intéresse pas vraiment non plus au diagramme de phase, alors qu'en fait, ça ressemble furieusement à ce que l'autre sous-communauté appelle ABS. C'est simplement la propriété, en plus d'être liquide à température sympathique, qui fait attribuer le terme de DES, mais fondamentalement, ça ne change rien par rapport à les ABS. D'ailleurs, on a souvent des liquides ioniques dans ces systèmes-là aussi. Donc, c'est vraiment des cultures de micro-communautés. Et je pense qu'il y a à tirer avantage de chacune de ces habitudes pour justement essayer de rassembler en une vision plus large de ces systèmes. Maintenant, c'est vrai qu'on est toujours tenté de regarder rapidement, surtout avec les métaux de transition, si ça extrême pas. Hein, quand ils sont colorés, c'est facile à voir. Donc après, on se dit, bon, ok, celui-là, je vais prendre le temps de l'étudier. Bon. Ok, merci Isabelle. Oui. Voilà. Merci, très bonne réponse. C'est exactement l'objectif du GDR, hein, de rassembler les différentes communautés et d'échanger. Hein. Eh ben, merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, Écoute, bonne suite de... Voilà, merci encore pour cette présentation. Et puis après, s'il y a d'autres questions, on pourra poursuivre la discussion, comme l'a dit Eric, vers 16h30. Tout à fait. Timing, hein. Je serai là, mais je vais m'absenter dans l'intervalle. Mais comme c'est enregistré, j'écouterai en différé. Il n'y a pas de problème, ou lors des prochaines journées du GDR, par exemple. Voilà. Merci encore. Merci Isabelle. Au revoir. Merci. Et à tout bientôt. Bientôt.